Et on démarre avec notre décryptage sur ces ETF. On est en compagnie de Régis Yankovici. Bonjour Régis. Bonjour Fabrice. Le patron de J'investis moins cher. Alors Régis, une grande question. De plus en plus d'investisseurs se tournent vers les ETF. Ils remplacent même, oh grand Dieu, leur fameux OPCVM, leur fonds finalement, par des ETF. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut les comparer? On va d'abord s'intéresser aux points communs. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que les ETF sont des OPCVM, donc ils partagent un certain nombre de caractéristiques communes. La première étant que l'investisseur est protégé par un certain nombre de règles édictées par l'AMF, comme par exemple la ségrégation des actifs. Si demain une société de gestion d'ETF déposait le bilan, ce qui paraît tout à fait plus qu'improbable, les actifs sont ségrégés chez le dépositaire. Ensuite, il y a des règles de diversification. Un ETF ne peut pas être investi sur un seul actif. Il y a un minimum de lignes à l'intérieur d'un ETF. Et pour finir sur les points communs, l'ETF, comme un OPCVM, est éligible selon les mêmes règles au PEA ou à l'assurance vie. Voilà les caractéristiques spécifiques, il réplique son indice de référence, il est bien sûr négocié en bourse, c'est-à-dire que dès qu'on a un compte titre, on peut en acheter. Ça c'est quelque chose de très important, ce n'est pas simplement le fait de le négocier en bourse qui est important, c'est que vous connaissez votre cours de transaction au moment où vous passez votre opération, ce qui n'est pas le cas sur un OPCVM. Il y a également une structure de frais qui est réellement très différente et très avantageuse pour un ETF, puisque sur un ETF, vous allez payer des frais de gestion et des frais de transaction. Ces frais de gestion sont connus au moment où vous achetez votre ETF. Les frais de transaction le sont également. Or, lorsque vous achetez un OPCVM, les frais de gestion sont également connus, mais les frais de transaction qui vont être supportés par le souscripteur ne sont pas connus, puisqu'on ne sait pas de quelle manière le gérant va tourner son portefeuille au cours de l'année, s'il va faire de la surperformance et donc payer des commissions de surperformance. Alors justement, c'est la question, que paye-t-on exactement quand on investit dans un ETF? Donc avec l'ETF, c'est extrêmement simple. Vous avez les frais de gestion, donc qui sont connus dès le départ, et les frais de transaction qui dépendent de votre intermédiaire. Si vous êtes chez un banquier en ligne, ça vous coûtera sans doute moins cher que si vous êtes dans une banque à réseau. Et globalement, ces frais de gestion d'un ETF sont de l'ordre de 0,2 à 0,3% en fonction de la classe d'actifs et en fonction de la technicité de l'indice traqué. Alors c'est bien évidemment bien moindre que sur un fonds classique, on l'a dit, les droits d'entrée, commission de surperformance, des frais de transaction et des frais de gestion. Quelle est la différence et quel est l'impact surtout si on investit à peu près sur la même chose, par exemple un fonds qui serait investi sur les grandes valeurs du CAC 40 ou un fonds ETF, ou plutôt un ETF CAC 40? Alors c'est vraiment très important. Statistiquement, la moyenne alors on va parler de total de frais sur encours qui va regrouper et les frais de gestion et les commissions de rotation. On va être autour de 2,3% sur un OPCVM. Donc je répète, par rapport arrondissons à 0,3% sur un ETF. Ces 2% d'écart, alors pour certains peut-être que ça ne paraît pas beaucoup, en réalité c'est énorme. D'abord, il faut les comparer au marché action à long terme. Le marché action, ça fait entre 7,5% et 8% dividendes réinvestis annualisés sur très longue période. Ça veut dire que 2%, un quart, part en frais. C'est je trouve, payer cher l'espoir de surperformance. Puisque quand on achète un OPCVM par rapport à un ETF, on achète un espoir de surperformance. On achète le talent du gérant qui va faire peut-être du stock picking ou une meilleure allocation et essayer de livrer un meilleur rendement. Le talent, sa chance également, son positionnement, si c'est quelqu'un structurellement plus value, small cap, croissance, États-Unis,
on achète quelque chose d'assez structuré. Si on regarde justement sur un portefeuille, allez, quelqu'un qui est assez bien nanti, pourvu 1 million d'euros, évolution du montant des frais, qu'est-ce que ça changerait justement? Parce que 2%, ça ne parle pas tellement, c'est une économie assez substantielle. Quand on parle en euros sonnant et trébuchant et qu'on capitalise sur une période de 10 ans, on arrive à un écart de 183 000 euros. Le gérant de gestion active doit se lever tôt le matin pour essayer de rattraper ce retard. Certains y arrivent, mais c'est quand même assez compliqué. Alors 1 million d'euros, oui, c'est beaucoup. Je pense que chacun pourra faire l'exercice pour un portefeuille de 100 000 euros de diviser par 10 ce montant. C'est pratiquement 20% au bout d'une dizaine d'années, cet écart de frais et bien sûr donc écart de performance et de rendement. Merci Régis pour ce focus. Tout de suite, c'est l'heure du scan ETF. À tout de suite.